Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sécurisation des données sensibles et cryptographie moderne qui est proposée par la société Cosmian en association avec le Hub Francia. Avant qu'on débute la conférence, je vous présente rapidement le Hub Francia. Le Hub Francia, c'est une association privée d'entreprises de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs et l'écosystème de l'IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Le Hub Francien, on a à peu près plus de 150 membres, membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau national et également au niveau européen. Avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de passer la parole à Bruno, une petite précision pour la tenue de cette conférence. Premièrement, cette conférence est actuellement enregistrée, ce qui veut dire que vous pourrez accéder au replay une fois que la conférence sera terminée. Et deuxièmement, on va d'abord faire une phase de présentation sur notre conférence aujourd'hui qui sera suivie d'une session de questions-réponses. Donc, si tout au long de la présentation, vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le bouton « Questions » qui se situe en bas à droite de votre écran, venir poser vos questions et une fois qu'on aura terminé la présentation, on viendra prendre les questions dans l'ordre d'apparition pour les adresser à Bruno pour qu'il puisse répondre à vos questions en temps réel. Voilà pour la présentation et Bruno, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bruno Grieder, je suis le directeur technique de Cosmion. Je suis aussi un des fondateurs. Et je voulais très rapidement, vous expliquer qui on est. Donc Cosmion, on est un éditeur français, on est basé à Paris, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. On a en particulier des docteurs en cryptographie, donc on est très proche de la cryptographie, en particulier de Normal Sup à Paris. Avec qui on travaille à un labo qui est dirigé par David Poincheval, qui est un cryptologue célèbre. On est également proche d'un laboratoire en Belgique, à KU Leuven, donc la partie Louvain, la partie flamande, qui est dirigée par, une partie du labo est dirigée par une personne qui s'appelle Nigel Smart, qui est aussi un cryptologue très connu. Donc on est des gens de la crypto. On est une société qui a été financée par des investisseurs deep tech à la base, donc Elaya, et puis un nouvel investisseur qui est issu de la banque postale, qui s'appelle 115K. On a quelques business angels un peu connus comme Florian Douetto pour Dataiku, pour les gens de l'IA, je pense que ça parle forcément, et Julien Lemoine, Algolia, voilà, et on a aussi David Burlet, qui est un des fondateurs de Symfony, qui fait partie du monde. Voilà un petit peu notre carte, donc on est quand même très français. Et je ne vous cache pas que le côté souverain, c'est quelque chose, j'entends le mot souverain à peu près 4 fois par jour chez Cosmion. Et effectivement, on est un acteur français de la crypto. Rapidement, ce qu'on fait nous, Cosmion, on développe du logiciel, des API. Et l'idée de ces API, c'est de garder les données, vos données, chiffrées partout, tout le temps. Alors, on a le terme chiffrement ubiquitaire. Ça sonne bizarre en français. Ubiquitous encryption en anglais. Chiffrement ubiquitaire. Et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les concepts derrière et les technologies qui sont employées et les use cases. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est des données chiffrées partout, tout le temps. Et la façon dont on décline ça chez Cosmion, c'est à travers deux produits. Un qui s'appelle Cloud Proof Encryption et l'autre qui s'appelle Secure Computation, que je vous présenterai au fur et à mesure. Et derrière, je vous expliquerai les technos et encore une fois les use cases et comment ça marche. On parlera un petit peu crypto. La présentation en elle-même n'a pas beaucoup de choses techniques, mais dans mon discours, je vais glisser quelques acronymes. N'hésitez pas, si à la fin il y a des questions, n'hésitez pas à demander des précisions, je ferai avec plaisir. En règle générale, les gens qui viennent nous voir ont ce genre de problème. Ce sont des gens qui, en gros, très souvent, la plupart du temps, veulent aller bouger des données ou des algorithmes, ou les deux, dans le cloud, ou dans des environnements qu'on va appeler Zero Trust de manière plus générale. Donc, ce n'est pas forcément du cloud public, ça peut être des clouds semi-publics, hybrides, ou même des gens qui ont des environnements internes, mais qui veulent se protéger contre leurs propres opérateurs en interne, et qui veulent offrir du service. Alors, ça peut être du SaaS confidentiel, ça peut être des gens qui ont développé des startups, par exemple des fintech, medtech, etc., qui ont développé des algos et qui veulent les mettre à disposition, mais protéger leurs algos, c'est toute leur IP. Ça peut être des gens qui ont besoin de faire du calcul collaboratif, ils sont à plusieurs, on a beaucoup ça dans le médical, des hôpitaux qui ont besoin de croiser des données avec d'autres données de manière à apprendre des choses, mais qui veulent garder secret leurs données.
ou ça peut être tout simplement des gens qui ont des gros repos de données et qui ont besoin d'aller les stocker dans des environnements plus cloud. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le domaine bancaire, nous, où on bouge des énormes repos de données, en fait, et je vais vous en parler, dans des environnements qui sont zéro trust, donc des environnements dans lesquels on ne veut pas avoir à faire confiance, voilà, donc où les données sont sécurisées et qu'on puisse exploiter. Et généralement, l'idée derrière tout ça, c'est des gens qui cherchent à exploiter la puissance et la scalabilité du cloud et les gains d'économie qui vont avec, mais qui, face aux menaces que pose le cloud et l'exposition, veulent renforcer la sécurité, soit de leurs algorithmes, soit de leurs données, soit ce qu'ils effectuent dans le cloud. Donc nos clients sont vraiment très variés. On va de très grosses sociétés dans le domaine bancaire en passant par des startups dans le medtech, le fintech, des sociétés industrielles qui veulent manipuler de la donnée industrielle. Les données qu'on protège il y a souvent des données personnelles, mais ça peut être aussi des données patrimoniales de type industriel. Donc c'est vraiment très 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 varié et la cryptographie en fait adresse à peu près tous les secteurs et tous les cas de type de données. Alors le chiffrement ubiquitaire, je vais commencer par la fin, la conclusion. Je vais vous dire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et puis après on va démonter un petit peu ça. Donc l'idée du chiffrement ubiquitaire, c'est vraiment ça, c'est les données sont chiffrées tout le temps, partout, à tout moment. Donc on chiffre la donnée là où elle est produite, le plus proche possible de la source, et on va la déchiffrer uniquement le plus proche possible de la destination. Et la destination, c'est un utilisateur. En général, il n'y a pas de raison de déchiffrer avant qu'il y ait un utilisateur, un humain, qui ait besoin d'accéder à la donnée. Pour vous donner un exemple, on va essayer de garder la donnée, on va les déchiffrer jusque dans le navigateur. Donc les stacks crypto, et on va en parler au fur et à mesure, on les porte à peu près dans tous les environnements de manière à être capable de garder vraiment la donnée chiffrée tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne jamais la déchiffrer à aucun moment. Tous les systèmes intermédiaires n'ont absolument aucun accès à la donnée en clair. On parle de chiffrement applicatif. En général, ce que vous voyez aujourd'hui qui est déployé, c'est du chiffrement de type plutôt système. Lorsqu'on est dans le cloud, c'est-à-dire on va chiffrer un disque, en gros, on va chiffrer un stockage. Donc, il va y avoir un lien plus ou moins physique avec le stockage. Là, on essaie de monter d'un niveau. On parle de chiffrement applicatif. Donc, on va pas, la technologie en dessous de stockage n'a pas d'importance. Ce qui compte là, c'est la façon dont on va les chiffrer en partitionnant les données avec des attributs qui sont fonctionnels. Je vais vous montrer des exemples derrière. Et l'intérêt de partitionner les données avec des attributs fonctionnels, de labelliser vos données en fait dans le chiffré, de les taguer, c'est qu'on va pouvoir faire du contrôle d'accès après et déclencher des accès à travers le chiffré basés sur des politiques basées sur ces attributs. Donc, on a vraiment une notion de la donnée chiffrée en fonction de son utilisation ou de sa source ou de ce qu'on veut révéler ou des périmètres de sécurité. Évidemment, ce qu'on va essayer de faire en chiffrement ubiquitaire, c'est que même pendant la phase de traitement, on va garder les données chiffrées. Donc, c'est pas seulement au repos, c'est pas seulement pendant la transmission, mais on va essayer de garder la donnée vraiment chiffrée tout le temps dans les systèmes. Et non seulement on va essayer de garder les données chiffrées, mais on va essayer aussi de chiffrer le code. Donc, on va essayer de protéger les algorithmes qu'on fait tourner sur les données. On va même pousser plus loin le paradigme en essayant parfois de garder les données privées, même par rapport à celui qui traite les données. Je vais vous donner un exemple, par exemple commercial, un réel. Vous avez un système pour faire du pricing en ligne de cotation basé sur l'utilisation. Alors ça, c'est un exemple complètement réel. Et le problème, c'est que les gens qui veulent pas vous donner leurs données de consommation passées en clair, parce que ça révèle beaucoup de choses sur eux. Et donc, vous voulez que votre algorithme il tourne sur leurs données chiffrées, donc vous apprenez pas leurs données, mais qu'il puisse produire un prix ou une cotation derrière. Ou imaginez un service qui fait du diagnostic de cancer en ligne. Hein. Vous avez de plus en plus de medtech qui se lancent là-dedans, donc ils ont un modèle qui permet de faire du diagnostic médical. Vous envoyez vos données médicales et ça vous retourne le diagnostic. Pareil, vous n'avez pas forcément envie de partager vos données en clair. Et l'idée, c'est d'arriver à faire tourner le diagnostic sur les données chiffrées et de retourner un résultat chiffré. Donc, on essaie même de protéger les données qui sont soumises aux algos, de l'algo et des gens qui opèrent les algos. Bien sûr, aussi, on essaie d'adresser les risques futurs. Hein, donc, c'est les ordinateurs quantiques et on glisse de la résistance post-quantique. Je vous en parlerai un petit peu plus loin de la façon dont on fait ça. Ce qu'on arrive à faire aussi maintenant, c'est on arrive à avoir de la performance. Il y a eu beaucoup de progrès très récemment dans la cryptographie dite moderne. On a aussi bien sur les algos hein, qui s'améliorent en permanence, mais aussi leur implémentation. On a des implémentations hardware pour pas mal de choses. On verra en particulier sur le calcul des données sur données chiffrées ou software. Pour vous donner un exemple, le chiffrement avec attributs, chez Cosmion, on travaille en CLNS, on a multiplié par 50 la perf
en l'espace d'un an en améliorant les algos. Voilà. On est aussi capable de porter les algos dans des navigateurs en utilisant des technologies type WebAssembly, etc., qui font qu'on a de la cryptographie moderne, performante dans les navigateurs. On arrive à faire des choses sophistiquées. Donc, il y a de l'amélioration de tous les côtés. Et généralement, quand on parle de performance, surtout avec les gens de l'IT, surtout quand on est dans le big data, il va y avoir deux éléments très importants. Hein. C'est la vitesse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément gagné. Hein. Donc, l'utilisation des CPU et des ressources matérielles qu'on met pour la crypto. Et aujourd'hui, on est arrivé à un coût, c'est quasi négligeable. Je vous donnerai des benchmarks au fur et à mesure qu'on avance hein, dans la présentation. Mais il n'y a pas seulement la vitesse et le temps de traitement, enfin le coût de traitement que rajoute la crypto en temps, mais il y a aussi la taille des chiffrés. Alors, c'est aussi des choses sur lesquelles on a fait des gros progrès. Alors, en faisant du chiffrement hybride, en combinant des stacks différents, on arrive à avoir des chiffrés maintenant qui sont compacts et à avoir des extensions, comme on dit, de la phase claire à la phase chiffrée qui sont minimales, de manière à ne pas faire exploser le stockage et les coûts de stockage, surtout quand on part dans le cloud. Donc, c'est vraiment les deux choses qu'on regarde en règle générale lorsqu'on regarde l'impact de la crypto, c'est la vitesse et les tailles. Alors, le message qu'on passe à nos clients, il est très clair maintenant. On y va franchement. On leur dit le chiffrement unitaire. Maintenant, il y a des techniques efficaces. Et donc, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, en particulier lorsque vous allez dans le cloud, pour ne pas chiffrer les données, pour ne pas opérer sur du chiffré. Il y a les moyens, il y a la technologie existe, c'est efficace, ça ne coûte pas cher. Donc, ce qui part dans le cloud, ce qui part sur des environnements sécurisés doit être chiffré. Et de même nous, on fait souvent l'analogie de ce passage où il y a eu dans le web de HTTP vers HTTPS. Ben, on dit c'est un peu le même mouvement. On va avoir un mouvement du data vers le data S. En fait, lorsque vous allez dans des environnements qui sont publics ou du moins zéro trust, les données doivent être chiffrées. Et ce message est de plus en plus compris et perçu, je pense, et en particulier par les groupes de cybersécurité chez nos clients qui adhèrent de plus en plus à cette philosophie. Et donc, l'idée, c'est pas d'empêcher les choses, au contraire, c'est de les rendre possibles dans le cloud parce que le chiffrement vient de se mettre là. Donc, ne plus bloquer la possibilité d'utiliser des ressources externes, au contraire, de rendre ces ressources externes utilisables et accessibles parce qu'on arrive à protéger, en fait, ce qu'on fait des données, se protéger en particulier du cloud. Alors, le premier, nous, on décline ça chez Cosquion en deux produits qui adressent deux des états de la donnée, si on peut dire. Le premier, c'est Cloud Proof Encryption. Et là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on va sécuriser des entrepôts massifs de données dans le cloud, en règle générale, par du chiffrement applicatif avec contrôle d'accès. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Et qu'on combine avec de la recherche chiffrée. Donc, on va aller chiffrer les données avec du chiffrement applicatif. Donc, on va labelliser les données et mettre des politiques d'accès sur ces données dans le chiffré. Et en plus, on va aller ouvrir la possibilité d'aller faire des recherches chiffrées dans le chiffré. Donc, où tout est chiffré. Les index sont chiffrés, les recherches sont chiffrées, les réponses aux requêtes qu'on effectue sur les données sont chiffrées. Alors typiquement, alors le flux, alors je suis désolé, il y a des slides qui sont en anglais parce que j'ai extrait de nos présentations ou nos fiches produits, mais bon, peu importe. Mais le flux, il est toujours un peu le même. Hein. Si vous avez à droite le cloud ou une zone zéro trust, encore une fois, c'est pas forcément du cloud public, hein. Ça peut être des environnements plus hybrides. Et vous avez un gros repo de données qu'on veut chiffrer complètement à droite. Et sur ce repo de données, vous voulez faire des requêtes qui sont elles-mêmes chiffrées, qui interrogent de manière chiffrée le repo de données et qui vous retournent un résultat chiffré que vous déchiffrez de votre côté, suivant les droits que vous avez, les politiques d'accès que vous avez sur ces données. Et l'idée, c'est que ce qui est à droite reste chiffré tout le temps. Les données sont chiffrées, les index sont chiffrés, les requêtes sont chiffrées, les réponses sont chiffrées, de manière à ce que la partie droite n'apprenne absolument rien de ce que vous stockez et des interrogations que vous faites sur votre stocké. Voilà. Donc ça, c'est le cas d'usage de base qu'on trouve à peu près tout le temps avec ce genre de technologie. Donc, pour vous donner un exemple un peu concret, voilà comment ça marche. On définit des axes de sécurité. Donc là, par exemple, on se dit on a des données qui viennent de différents départements et différents pays qui sont émises. Donc les sources, ça va être votre département finance au UK, en France, ou votre département ressources humaines en Allemagne, en Espagne. Lorsqu'on travaille avec des banques, ça va être leur filiale et leur géographie, très souvent. Voilà. Il y a parfois une autre dimension. Donc vous mettez vous spécifiez ça comme vous voulez. C'est complètement libre en fait. Donc vous faites des axes de dimension comme ça qui vont créer un partitionnement de vos chiffrés. Donc il va y avoir les données, une partition, ça va être par exemple les données France Finance ou Spain Marketing. Voilà, ça c'est une partition bien identifiée. Et donc on va chiffrer les données
on va labelliser toutes les données dans le chiffré avec des attributs de ces axes. Donc, si c'est le département marketing espagnol qui émet une donnée, par exemple, il va chiffrer avec les attributs marketing et Espagne. Voilà. Et donc, tous les contributeurs de données vont chiffrer ces données. Ce chiffrement, c'est un chiffrement à clé publique. Alors ça, c'est un truc critique par rapport au chiffrement, et on verra les avantages qu'on voit habituellement pour la création de ces repos, qui sont plutôt des chiffrements symétriques. Dans les chiffrements symétriques, c'est la même clé qui chiffre que la clé qui déchiffre. Ce qui pose pas mal de problèmes, parce que vous êtes obligé de protéger la clé aussi au chiffrement, puisque si elle fuit, évidemment, vous avez la possibilité de déchiffrer. Là, on est sur du chiffrement à clé publique. Donc, c'est une clé publique qui va permettre de chiffrer avec tous ces attributs. Et donc, ça permet en particulier, et je reprends un peu plus loin, de ne pas avoir à protéger les systèmes de chiffrement. Parce que là, vous déployez la clé publique. C'est une clé publique qui ne permet pas de déchiffrer. Donc, elle vous permet de déployer la clé très facilement sur les systèmes de chiffrement. Donc, c'est un gros avantage de déploiement et de sécurité. Vous n'avez pas à sécuriser cette partie-là. Par contre, le déchiffrement, lui, il se fait avec des clés privées et qui sont uniques. Donc, les clés privées, la façon dont on les émet, vous avez un exemple à 3 clés. Vous écrivez des politiques d'accès qui sont des expressions booléennes. Par exemple, la clé 1, là, qui permet de chiffrer toutes les données France, vous dites c'est à travers toutes les unités, donc c'est le unit étoile, là, que vous voyez, et pays et France. Voilà. La clé 2, elle est horizontale, là. Donc, c'est à travers toutes les sales, mais de tous les pays pour lesquels on a chiffré. Je vais vous faire des choses plus complexes, c'est des expressions booléennes, vous pouvez arranger comme vous voulez. Donc, vous pouvez dire, voilà, la clé 3, elle fait du marketing ou des ventes d'Espagne ou d'Allemagne. Voilà. Donc, vous pouvez combiner comme ça et créer des politiques d'accès dans vos clés. Et un élément important, c'est que ces clés, donc, elles ont ces politiques d'accès, ces clés privées. Elles permettent de déchiffrer uniquement les partitions qui rentrent dans le cadre de leur politique. Et elles sont uniques. 2 utilisateurs qui ont les mêmes droits d'accès auront des clés différentes. Sur le plan cyber, c'est important parce que ça permet de tracer des clés déjà, parce qu'elles n'ont pas les mêmes fingerprints. Si jamais il y en a qui fusent sur Internet, vous pouvez savoir d'où ça vient. Et puis aussi parce que dans des KMS, par exemple, ça permet de révoquer de manière unique les clés parce qu'elles ont vraiment une identification unique. Donc, si on prend l'intérêt de faire ça, et je vais parler un peu des stacks crypto au fur et à mesure qu'on revoit ces avantages, l'idée, c'est d'avoir un chiffrement qui est fait pour des humains. Vous voyez, les attributs et les politiques d'accès concrets, c'est des choses fonctionnelles, ça parle. On comprenait bien sur l'exemple d'avant comment ça marche, comment on peut ségréguer les données. Donc, c'est plus une réflexion système, mais c'est d'avoir vraiment une réflexion applicative au niveau du chiffrement, sur les nouveaux systèmes de chiffrement. Et c'est de se dire, on va chiffrer avec des choses qui ont du sens pour nous, sur l'utilisation de ces données, sur les périmètres d'accès qu'on veut donner à ces données. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est fait pour les humains où lorsque vous utilisez des systèmes crypto, vous créez vos axes avec vos mots, etc., etc. Et le système crypto, derrière, lui, il est capable de digérer ça et donc de générer ce qu'il faut pour aller convertir ces expressions dans des systèmes de clés cryptographiques derrière. C'est un système qui est fait pour des gros entrepôts de données. Quand il y a un petit entrepôt, en général, il n'y a pas de sujet. Vous avez une clé unique, symétrique, vous chiffrez, et basta, on n'en parle plus. Là, nous, vraiment, on s'adresse plutôt à des très gros repos de données. Donc, ça va être typiquement les repos de données qu'on va attaquer. Par exemple, si je prends dans le domaine bancaire, ça va être évidemment des transactions bancaires. Donc, vous allez avoir des transactions qui vont venir de tas de filiales en Europe qu'on va déverser dans un énorme repo et qui vont être labellisées avec généralement le pays d'origine, la filiale, et puis parfois d'autres éléments sur, par exemple, la direction du transfert, le pays de destination, voilà, puis éventuellement certains codes propres au système bancaire. Donc, on va avoir plusieurs labels qui vont être posés sur les données. Ça facilite l'alimentation de faire ça, parce que la filiale Allemagne, elle va labelliser avec ses propres données. Ça facilite les mises à jour. Chacun contribue avec sa clé publique en chiffrant ses propres données. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui vont les contribuer dans ce repo. Et le fait de ségréguer, en fait, de partitionner les données, ça facilite la rotation des chiffrés. En règle générale, les gros problèmes avec les systèmes à clé publique, c'est quand vous embarquez dans un système où vous voulez faire du rechiffrement, vous êtes obligé de rechiffrer des très gros repos de données. Ça peut être très coûteux. L'intérêt de partitionner, c'est aussi en fonction du risque perçu, de ce qu'on connaît, de l'utilisation. Là, c'est l'idée d'avoir à rechiffrer que des partitions en fait de vos données. Ce partitionnement étant, encore une fois, fait sur des attributs fonctionnels. Du fait qu'on a une recherche aussi dans le chiffré directement, lorsqu'on a un très gros repos de données, évidemment, il est plus lisible. Et aller retrouver des données à l'intérieur, ça peut être compliqué.
Là, on peut construire des index chiffrés sur lesquels on fait des recherches chiffrées. Donc, c'est un autre stack crypto qui fait ça. C'est du searchable encryption derrière. On est capable d'émettre des requêtes chiffrées et dire bah, sors-moi toutes les transactions à destination de l'Allemagne, par exemple, à travers toutes les partitions en Europe. Ou si on a, par exemple, des gros annuaires, ce qu'on fait aussi avec des grandes banques d'ailleurs, des annuaires d'employés, où toutes les filiales vont contribuer leurs différents employés et les labelliser, c'est dire bah, trouve-moi tous les Johnson ou tous les Martin. Donc, on est capable d'aller interroger, en fait, avec une requête chiffrée, des index chiffrés de ces données, et à travers les différentes partitions, d'aller extraire ces données rapidement pour les remettre. Voilà. Donc, c'est vraiment fait, c'est la crypto qui est faite pour s'adresser à des gros repos de données dans lesquels vous avez partitionnement, et vous pouvez quand même extraire de manière individuelle rapidement, retrouver rapidement des données. Alors, la sécurité des données, bah, elle est meilleure globalement qu'avec les systèmes qui existent. Alors, évidemment, le cloud n'apprend rien, ni des données, ni des requêtes et des réponses sur ces données, c'est souvent là où bas blesse. Et le fait de partitionner des données bah, de manière naturelle, ça limite les impacts de fuite. Hein. Si vous avez des clés qui fuient sur certaines partitions, bah, c'est sur ces partitions uniquement. Donc, vous avez intérêt à partitionner. Et ça facilite aussi la maintenance quand vous devez faire des rotations pour des raisons de sécurité, des clés ou des attributs. Là, vous pouvez décider de manière consciente quelle partie vous allez faire sur lesquelles vous allez faire les rotations et pas avoir à faire des rotations sur des énormes volants de données, mais bien de choisir et d'avoir des politiques éventuellement suivant vos partitions et vos agrégations et l'utilisation de rotations qui sont beaucoup plus adaptées, plus fines en fait qu'avec la plupart des techniques qui existent. Euh, Évidemment, on est capable de faire de l'hybridation post-quantique. Alors, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça en fait. Mais il se trouve que le NIST aux États-Unis vient de labelliser en fait Kyber. D'ailleurs, au passage un peu cocorico, parce que les Français ont beaucoup contribué à un algo post-quantique. Donc, on est capable d'hybrider au sens ANSI du terme les systèmes crypto qui sont derrière. Alors, l'hybridation au sens ANSI, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas la crypto classique qu'on utilise par de la crypto post-quantique, on combine les deux. Donc, en fait, pour chaque chiffré, on va chiffrer en classique et chiffrer en quantique, ce qui nous permet de générer ensuite une clé composite, une clé hybride, et c'est avec ça qu'on va finir par chiffrer directement les données. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hybridation post-quantique. Donc, c'est quelque chose qu'on a maintenant qu'il y a de la normalisation qui est en cours, que nous, on a mis et qui est disponible. Alors, le risque post-quantique, aujourd'hui, il n'est pas réel. Le problème, c'est que des gros repos de données comme ça, ils peuvent avoir des durées de vie très très longues. Et le risque, c'est dans 20 ans, quelqu'un qui a fait une copie du repo ou d'une partie du repo puisse déchiffrer des données qui doivent quand même rester secrètes dans 20 ans. Par exemple, prenez des données médicales de cancer. Si vous avez eu un cancer à 20 ans, vous n'avez peut-être pas envie qu'on apprenne à 40 ans que vous avez un cancer, parce que ça peut, je sais pas, entamer des tas de choses. C'est pas une information que vous avez envie d'être publique vis-à-vis de votre employeur nécessairement, par exemple. Donc, ou des votes. Le vote électronique, c'est le pire cas d'usage dans le domaine. On a aussi une meilleure sécurité des clés. Alors pourquoi? Ça, c'est l'idée d'utiliser de la crypto à clé publique. Vous avez déjà les systèmes qui chiffrent ont une clé qui permet de chiffrer, pas de déchiffrer. Donc ça, c'est quand même un gros avantage en termes de déploiement sur les environnements complexes. Déjà de cette séparation entre ce qui chiffre et qui déchiffre, contrairement au système symétrique où c'est les mêmes clés qui chiffrent et qui déchiffrent, qui demandent à sécuriser partout, puisqu'il faut sécuriser la clé partout. Aussi cette unicité des clés qu'on a unique, qu'on ne trouve pas dans les systèmes à clés symétriques en règle générale, pour les clés privées de déchiffrement. Ce que je disais, ça permet de les tracer et ça permet aussi de les révoquer de manière individuelle. Globalement, sur la sécurité des clés, on a généralement des approches meilleures avec des systèmes à chiffrement à clé publique comme ça. C'est plus facile à déployer parce que vous n'avez pas à sécuriser les systèmes qui chiffrent. Et de même, vous n'avez pas à émettre les clés de déchiffrement en amont. Sur les systèmes à clé symétrique, quand vous émettez la clé de chiffrement, vous émettez la clé de déchiffrement. Là, on chiffre. Et quand vous avez besoin d'une clé, c'est généralement suite à une requête d'un utilisateur qui demande à avoir accès à des partitions. Et là, vous émettez la clé qui permet de faire ce déchiffrement. Donc, la temporalité de tout ça est totalement différente et c'est plus facile à gérer. En fait. Et puis, il y a de la scalabilité, évidemment, parce que tout est dans le cloud. Les index sont dans le cloud aussi, les données sont dans le cloud, alors à part les clés, bien sûr, privées. Mais évidemment, on a absolument tout dans le cloud. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu même si on avait le sentiment peut-être que le chiffrement repos, tout ça c'était un monde qui bougeait pas du tout. C'est un monde extrêmement actif dans lequel on arrive à avoir des tas de propriétés maintenant sympas et en particulier la recherche chiffrée sur les données chiffrées qui est quand même un gros plus par rapport au système qui existe. Donc ça, c'est la premier volant, c'est vraiment la donnée, comment chiffrer proprement la donnée, en particulier lorsqu'on a des très gros volants de données.
Donc, les systèmes qu'on a vus là utiliser, ça va être des systèmes à clé publique. Donc, on va parler de courbes elliptiques, d'hybridation post-quantique et des systèmes post-quantiques type Kyber. Et on fait du chiffrement hybride sur les premières parties. Donc, en règle générale, la façon dont ça fonctionne, ces systèmes de chiffrement décrits précédemment, ça va être, vous allez avoir un système à clé publique qui va chiffrer une clé symétrique temporaire qui permet de chiffrer une donnée bien précise. Donc, l'intérêt de faire du chiffrement hybride comme ça, c'est que la crypto symétrique, elle est extrêmement rapide et extrêmement efficace. Donc, aussi bien en termes de performance que de taille des chiffrés. Hein, vous rentrez un octet, ça ressort un octet en chiffré. Donc, le chiffrement clé symétrique ne fait pas un accroissement significatif de la taille de vos données. Il est extrêmement rapide, d'autant plus qu'il y a des implémentations hardware sur la plupart des machines de AES, par exemple, qui est probablement le système de chiffrement symétrique le plus utilisé. Donc, on utilise pour chiffrer les données les gros blocs du système symétrique. Par contre, on protège cette clé symétrique qui est vraiment une clé unique émise pour ces données, une clé temporaire, avec un chiffrement à clé publique dans lequel là, on peut injecter des attributs et toutes ces propriétés sympas qu'on a vues avant. Donc, c'est vraiment de la crypto hybride dans laquelle on va combiner plusieurs stacks crypto en fait, pour obtenir des propriétés. La deuxième partie, maintenant, on a bien chiffré nos données. Ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à calculer sur nos données tout en gardant les données chiffrées. Alors, je vais aller assez vite parce que je vois que l'heure tourne. Donc, la façon dont c'est rendu chez Cosmion, on a une plateforme publique. Je vous invite à aller jouer dessus si vous voulez. Il n'y a pas de problème, l'inscription est gratuite. Vous pouvez jouer gratuitement avec. Et donc là, ce que vous pourrez faire sur cette plateforme publique, c'est chiffrer du code Python arbitraire, chiffrer des données, envoyer du code Python arbitraire des données chiffrées vers la plateforme, exécuter un calcul qui va s'effectuer dans le chiffré grâce à la technologie. On utilise un combo de cryptographie hardware et software. Et les hardware, c'est des Secure Enclave. En l'occurrence, c'est du Intel SGX là qu'on utilise. Et puis, ça vous retourne un résultat chiffré. Donc, si vous voulez expérimenter le genre de technologie, n'hésitez pas, connectez-vous. Donc, voilà un cas d'usage typique. Alors, on en a plein. Là. Il y en a d'IA évidemment énormément, mais ça peut être de l'anonymisation de données, différentes choses. Là, c'est par exemple une société biotech avec laquelle on travaille qui doit extraire des biomarqueurs à partir de données médicales identifiées de patients, mais les rendre anonymes pour faire de l'apprentissage derrière. Ils ont un algo qu'ils veulent protéger aussi, donc on peut chiffrer les algos avec ce genre de techno. Les données des patients sont chiffrées sous une clé différente. Tout ça est poussé vers ce système dans le cloud de chiffrement, de plateforme de Secure Computation. Confidential Computing, c'est le terme qu'on voit généralement utiliser. Ça calcule, ça reste en phase chiffrée grâce aux enclaves. Une enclave, la mémoire est chiffrée pendant l'opération, donc un administrateur qui dump la mémoire d'une machine ne voit que du chiffré, c'est ça l'intérêt. C'est ce que fournit SGX comme extension. Et puis ça sort un résultat chiffré qui est déchiffré par la boîte de biotech. Mais cette boîte de biotech, elle n'a jamais eu les données des patients en clair à aucun moment. Voilà. Donc ça lui permet d'aller anonymiser des données, récupérer des données sur les patients et des biomarqueurs pour pouvoir faire ses propres études sans avoir jamais à aucun moment des données identifiées des clients en clair à aucun moment. Mais de passer à travers ces algos. Voilà un tel usage typique. Il y en a énormément sur le calcul confidentiel. Si vous avez des questions sur d'autres cas d'usage, je peux vous en donner dans l'industriel, dans la finance, à peu près dans tous les domaines. Donc, le modèle de sécurité, là, ça ressemble à ça. Vous avez une grosse plateforme au centre qui est dans le cloud qui vous fait du calcul confidentiel. Et puis, vous avez Alice qui est à gauche avec Déborah, les clés rouges et clés bleues qui chiffrent des données, ce qu'on appelle les data providers. Donc, elles émettent leurs propres clés et elles chiffrent les données sous leurs propres clés. Elles poussent les données dans le système. Vous avez Bob en bas à droite avec sa clé verte là, qui va chiffrer un algo, qui va pousser cet algo chiffré dans le système central. Tout ça opère dans le chiffré grâce à du hardware en protégeant la mémoire. Et ça émet un résultat chiffré sous la clé chiffrée de Alice qui est en haut à droite. Donc, en fait, l'enclave, avant de générer son résultat, va rechiffrer les données sous la clé d'Alice et les sortir sous la clé d'Alice, qui peut être donnée à droite. Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs. Ça permet de faire du calcul collaboratif, ça permet de déporter les calculs sans que le cloud n'apprenne absolument rien, ni des données, ni des résultats, ni du calcul effectué. Alors, l'intérêt de ce système, c'est extrêmement performant. Alors, la raison de la performance, c'est qu'on utilise la crypto hardware. Alors, il y a plusieurs façons de faire du calcul sur des données chiffrées. Il y a d'autres stacks, il y a de la pure crypto qui permet de faire ça.
On peut faire du chiffrement totalement homomorphe. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous ont entendu parler, c'est très à la mode, Fully Homomorphic Encryption. Donc là, c'est une autre manière de faire où il n'y a pas de crypto-hardware, c'est purement de la crypto-mathématique. Mais pour vous donner un écart, puisqu'on parle de perf, en FHE, aujourd'hui, sur les meilleurs perfs, on est à peu près 1000 fois plus lent sur un calcul que par rapport à la phase, sur un calcul en clair. Si on comprend des données en clair, on fait un calcul, on fait la même chose en FHE sur des données chiffrées, on est 1000 fois plus lent en FHE, en gros. Alors, ce chiffre décroît très rapidement parce que il y a beaucoup d'avancées en FHE, mais on est encore sur plusieurs ordres de grandeur de vitesse, de différence de vitesse par rapport à la phase claire, alors qu'en utilisant de la crypto-hardware comme des enclaves, on parle de quelques pourcents supplémentaires. Donc on va être, alors ça dépend un petit peu parce que ça n'impacte pas l'IO, c'est juste la phase de calcul, mais on va parler de 10-12%, quelque chose comme ça d'impact en règle générale de perte. On avait les CPU, hein, Intel GX, c'est une technologie CPU, et il y a les GPU qui commencent à être disponibles aussi maintenant. Donc Nvidia a sorti aussi une notion d'enclave au-dessus de ces GPU, et Intel, qui a racheté une société de GPU il y a peu de temps, va aussi très bientôt sortir, on est très proche d'Intel, nous, va bientôt sortir des GPU avec le même genre de techno où la mémoire est chiffrée à l'intérieur. L'intérêt aussi de cette techno, c'est qu'on a une grosse flexibilité des algorithmes. Nous, on est capable de faire du Python arbitraire, par exemple. Donc, on fait du TensorFlow, du PyTorch, du Scikit-learn, du NumPy, du Unit. En gros, vous prenez pour ceux qui font du Python parmi vous, ça va vous parler. Vous prenez un requirements.txt, vous dites les librairies dont vous avez besoin, et ça fonctionne. Et ça va chiffrer votre algo et on va le monter. Donc, c'est très flexible. Vous pouvez faire les calculs que vous voulez, il n'y a pas de phase de compilation. C'est très, très flexible. Évidemment, on a la confidentialité de tout vis-à-vis du cloud et de l'opérateur. Donc, si l'opérateur, si vous utilisez notre plateforme, c'est Cosmian, hein, c'est nous. Nous, comme le cloud, donc ça va être chez OVH ou Azure, qui ont ce type de machine, par exemple, à disposition si vous venez chez nous. On n'apprend rien ni de votre code, ni de vos données, ni des résultats. C'est une chose sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé avec nos cryptologues, c'est avoir un modèle de sécurité qui supporte des attaques actives, y compris de l'opérateur. C'est-à-dire, imaginons que nous, Costion, on se décide de se substituer à un des participants au calcul ou essayer d'obtenir des résultats, comment on peut se protéger de ça. Donc, en fait, on a construit, il n'y a pas que de la crypto-hardware, il y a aussi de la crypto autour, plutôt software, qui est là pour prévenir ce genre d'attaque. Donc, on a passé, ça, je sais pas, on en est à la 15e version de ce modèle. C'est un sujet compliqué d'avoir un modèle de sécurité qui tient la route. Mais c'est vraiment quelque chose contre lequel on essaie de se prévenir. On a la confidentialité des fournisseurs de données vis-à-vis des autres participants. Donc, quand vous êtes sur du calcul collaboratif, par exemple deux hôpitaux qui viennent contribuer des données, les hôpitaux ne veulent pas se partager les données entre eux, ni avoir les données en clair vis-à-vis de la société, par exemple la MedTech qui fournit l'algorithme. Donc, on peut faire ce genre de choses. Donc, vous pouvez, et pour garantir la confidentialité, il faut qu'ils puissent chiffrer sous leur propre clé, mais aussi il faut pouvoir leur garantir que c'est le bon algorithme qui est exécuté et dans un bon environnement. Donc, vous donner des garanties supplémentaires sur le fait que ce soit le bon algo qui tourne dans le bon environnement. Ils ont besoin de savoir que l'algo ne va pas aller fuiter des données pendant la phase de calcul en faisant des appels HTTP, je ne sais pas où, ou écrire des données sur un disque où ils ne devraient pas. Donc, vous êtes obligé de leur garantir, d'amener de la garantie crypto, que c'est le bon algo qui tourne. Et aussi, vous êtes obligé de leur amener de la garantie crypto, qui ça se fait bien dans une enclave. Ce n'est pas un simulateur, par exemple, monté par Cosmian et qui, en fait, derrière, fuit tout ce qui se passe dans le système. Donc, ça aussi, c'est important dans le modèle de sécurité, c'est arriver à donner des garanties aux participants d'un calcul de type confidentiel comme ça dans le cloud. Même chose, on a la confidentialité pour les consommateurs des résultats. Les consommateurs des résultats, ils peuvent fournir leurs propres clés à l'enclave de manière sécurisée et de manière à ce que les résultats soient chiffrés pour eux. Bien sûr, lorsqu'ils provisionnent leurs clés à l'enclave, nous, l'opérateur ou l'hébergeur, Azure ou OVH, on ne voit jamais cette clé transiter en clair. Finalement, c'est aussi quelque chose qui est scalable, ce système, qui est rapide à déployer, tout simplement parce que toute l'infrastructure lourde et tous les stacks crypto, ils sont en cloud, ils tournent sur les machines, et que du côté utilisateur, il y a ces zéro install. Alors, il y a une librairie Python, en gros, hein, si vous faites du Python que vous devez importer, qui vous permet de, si vous êtes data provider, vous n'avez même rien à faire, vous pouvez tout faire à travers la UI, maintenant, même chiffrer vos données avec, si vous voulez. Mais si vous êtes, par exemple, un code provider, il y a une librairie Python, vous faites import de la librairie Cosmian Python, et puis vous avez tout ce qu'il faut dedans pour aller travailler, par exemple, dans Jupyter et aller chiffrer du code, chiffrer des données, envoyer, déclencher des computations. Voilà. Donc, c'est très, 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 très léger du point de vue installation. Voilà. Donc, c'était rapide, c'est dense, mais j'ai essayé de répondre à vos questions. Je voulais laisser du temps. Mais
tout ça, c'est pour vous dire, moi, je le répète, aujourd'hui, la crypto, ça fonctionne de manière efficace. Il y a eu beaucoup de progrès, ça va très vite. On est capable vraiment de faire des choses absolument incroyables. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses pour aller dans le cloud et dire, ah bah non, moi, j'ai besoin de données, garder des données en clair. Il y a vraiment des solutions pour aller protéger ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. On sera ravis de répondre à vos questions. Il y a pas mal de boîtes de crypto autour, on n'est pas les seuls. Donc, regardez un petit peu ce qui se fait. Chacune va faire des choses un peu différentes. Mais n'hésitez pas, il y a vraiment des solutions sympas qui tournent maintenant un peu partout et qui ont été amenées de la recherche dans du code et des API efficaces et pratiques à utiliser pour des développeurs. Donc, voilà, il y a un champ énorme qui s'offre à vous. Donc, allez-y, voilà un petit peu. Je repasse la main pour les questions. Je sais pas si... Alors, et merci pour la présentation en tout, Bruno. C'était très intéressant. Effectivement, c'était tellement intéressant qu'on a 8 questions. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, on va d'abord commencer avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Alexandre, tu as posé 3 questions. Donc, on va prendre une paire de questions parce que je pense que les 2 premières, j'ai noté, c'était au moment où Bruno était en train de présenter le Cloud Proof Encryption. Donc, je pose la première, Bruno, je te l'adresse. Quels sont les surcoûts en temps, charge, volume pour l'accès des entrepôts des données avec CloudProof? Ouais, alors aujourd'hui, parlons de temps. Donc, quand on chiffre une donnée, c'est du chiffrement hybride. Donc, on génère une clé symétrique temporaire qui permet de chiffrer, enfin, une session, bref, on ne va pas rentrer dans la terminologie, mais qui permet de chiffrer les données, les données elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est très rapide et en règle générale, c'est dans du hardware. Donc, vous avez AES-NI, Native Interface. Donc, quand vous êtes sur un serveur, ça va appeler carrément le circuit AES qui est codé dans le CPU. Donc, ça va être très, très rapide. Donc, on va parler quelques nanosecondes en règle générale pour aller chiffrer même des gros volumes de données. Si vous êtes à 50-60 nanosecondes, c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, avec de la crypto à clé publique, on va aller protéger cette clé symétrique, en fait. Voilà. Et on va la chiffrer, on va rajouter le chiffré de cette clé symétrique devant ou derrière, après ça dépend, et on constitue tout le chiffré comme ça. L'opération totale, y compris le chiffré symétrique, aujourd'hui, on est environ à 200 microsecondes pour le chiffrement et le déchiffrement, voilà, pour donner une idée. Et donc, ça dépend pratiquement pas de la taille des données, puisque, en fait, comme les données sont chiffrées en symétrique et c'est tellement rapide que la taille des données importe peu, c'est pratiquement 200 microsecondes flat, chiffrement, déchiffrement, voilà, un peu en moyenne. L'extension des données, vous êtes obligé de garder donc, le chiffré de la clé symétrique en plus des données elles-mêmes. Alors, il y a des stratégies plus ou moins malignes pour avoir comment vous agrégez les données. Mais en règle générale, ce qu'on constate, nous, dans le bancaire, on est autour d'une expansion du clair jusqu'au chiffré qui va de 10 à 20%. Donc, vous prenez la taille de votre clair et vous rajoutez 10 à 20%, c'est à peu près l'augmentation du stockage dont vous avez besoin. J'espère que ça répond à votre question. Alexandre pourra nous dire dans le chat. Alexandre, tu as 3 questions. Je vais poser la deuxième. Je réserve la troisième pour plus tard si on a le temps pour laisser la place aux autres poseurs de questions. Cette deuxième question, donc, toujours sur le CloudProof, qui est le prix d'utilisation. Est-il au volume/usage ou bien forfaitaire? Quel est l'ordre de grandeur du coût? Ah, c'est bien, on est déjà un client, chouette. Le CloudProof, c'est licence en général, parce qu'on travaille avec en général des grosses sociétés qui ont des gros repos. Alors, je dis grosses sociétés, ça peut être soit des grosses sociétés type banque un peu traditionnelles, etc. Mais c'est aussi certaines énormes scale-up qui ont des très gros repos de données construits dans le cloud et qui cherchent à les chiffrer. Voilà. Mais ils ont des gens qui ont des très gros repos. Et donc là, en règle générale, on va plutôt travailler sur un mode licence. Et le prix, il est en fonction de la puissance installée en règle générale. Donc, on cherche à faire des choses pas trop compliquées, mais en gros, on compte le nombre de serveurs qui font du chiffrement ou du déchiffrement, suivant un peu le cas d'usage, et le prix est en fonction de la puissance installée. Est-ce que c'est cher? Non, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Non, franchement, c'est pas ça qui va gréver votre budget IT. Il n'y a pas de problème. Du côté Secure Computation, quand vous utilisez notre plateforme, là, c'est plutôt à l'usage. Donc, ça va être... alors, il y a une partie freemium. Hein, vous pouvez jouer avec sans aucun problème gratuitement. Mais sinon, ça va être à l'usage. Donc, ça va être le temps CPU, là, pour le coup. Et au-dessus de ça, quand on a des très gros volumes de données, il y a un pricing supplémentaire.
Alors maintenant, sur du côté cloud-proof, il y a des gens qui prennent notre techno et le mettent sur leur machine à eux, SGX, parce qu'ils ont un cas d'usage où ils veulent rester sur leur machine, déployer sur leur machine. Donc il y a aussi des gens qui nous achètent la techno, en fait, qui ne sont pas à l'usage, mais qui nous achètent la techno et qui sous mode licence. Merci Bruno. 3 questions également d'Yvan. Bonjour Yvan. Pareil, je prends les 2 premières questions pour laisser la place aux autres. On verra si on peut faire la 3e. Donc Yvan avait posé la question, j'ai noté plutôt au moment de la présentation de Secure Computation. Donc la première question est, fonctionnez-vous on-premises ou sur du bare metal? Alors c'est sur du bare metal dans le cloud. Donc les machines qu'on va utiliser, c'est des machines dans lesquelles dans le BIOS, vous devez activer la fonction SGX lorsque c'est du Intel. Chez AMD, ça s'appelle SEV. Chez ARM, c'est TrustZone. Tous les fondeurs ont un truc. Donc là, c'est des machines dans lesquelles on doit activer le SGX au niveau du BIOS. Alors, ça se présente un peu différemment chez Azure et OVH, mais c'est globalement la même idée. Derrière, c'est du bare metal. Maintenant, tous les processeurs Xeon récents ont SGX. Alors, vous l'activez ou pas. Mais ce n'est pas une technologie rare, je veux dire, chez Intel, sur des processeurs vraiment très spéciaux. Vous avez ça à peu près partout. Tous les serveurs, tous les Xeon, en gros, ont cette technologie, mais il faut demander au cloud provider de l'activer. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler dans le cloud pour profiter de la scalabilité du cloud. Donc, pouvoir aller chercher de la capacité très rapidement chez des OVH. Et donc, les machines qu'on utilise, par exemple, les dernières machines qu'on a chez OVH, on a 1 Tera de RAM qu'on peut travailler en chiffré, enfin, c'est des grosses bêtes, hein, avec des 24 proc, un truc comme ça. Donc, on a accès à des très grosses machines dans lesquelles on peut faire des configurations computing. Et on n'a plus de limite de mémoire qui avait un problème à un moment. Ça a sauté avec les dernières versions de SGX. C'est qu'on n'a plus de limitation sur la mémoire. Deuxième question d'Yvan, est-ce qu'il y a un support d'Elasticsearch? Alors, Elasticsearch, pas directement. En fait, Elasticsearch, on n'a pas de plugin Elasticsearch en tant que tel. Ça, c'est une grosse discussion chez nous d'ailleurs, avec les gens même d'Elasticsearch, si on se lance là-dedans. Ce qu'on a déjà fait, en fait, Elasticsearch à l'intérieur, ce qui nous intéresse, nous, c'est Lucene. Donc, c'est la techno de recherche, en fait. Parce que chiffrer des données, ça, c'est pas un problème avec Elasticsearch. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir un repo chiffré et l'interroger avec Elasticsearch. Mais quand vous faites l'interrogation, ce qu'on veut avoir, c'est aussi l'interrogation chiffrée dans le chiffré sur les index chiffrés. Et ça demande une modification de Lucene. Alors ça, on travaille dessus, mais j'ai rien en prod encore aujourd'hui. Mais c'est effectivement un sujet de dev chez nous, travailler sur Lucene. Je sais que ce n'est pas une réponse ultra satisfaisante. Je ne peux pas vous dire, oui, Elasticsearch, tout chiffré, ça marche. Mais entre autres, on fait ça on a un client bancaire qui nous a demandé de regarder ça. C'est ce qui nous a poussé à s'y mettre. Mais ça demande une modification au niveau de Lucene, en fait, essentiellement. Merci. Petite note, hein, si vous souhaitez creuser la réponse de Bruno pour les porteurs de questions, encore une fois, il y a l'email qui est présent sous vos yeux, donc n'hésitez pas après la conférence. Une question cette fois-ci de Christophe. Bonjour Christophe, c'est plutôt une réaction. Serveur, service, OVH et sécurité, ça ne colle pas. Pourquoi ce choix à part le coût des serveurs? Bon, alors, je ne vais pas commenter sur OVH, est-il bon en sécurité ou pas. L'idée, alors, c'est bien, ça va nous amener sur le débat du souverain, qui est toujours un débat intéressant. Nous, notre point, c'est de dire si on a une crypto solide, à la limite, peu importe où ça tourne, si la crypto est solide. Donc, c'est bien l'idée. Ce qu'on cherche à se faire, c'est vraiment l'idée du zéro trust. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir à faire confiance aux gens qui opèrent les machines ou même opèrent les services sur ces machines. Et donc, vraiment, notre objectif, nous, Cosmian, c'est de mettre au point de la crypto et des stacks crypto qui permettent de nous donner cette garantie. C'est que les gens qui opèrent les choses derrière voient rien, peuvent rien faire, peuvent pas attaquer, etc. Donc, c'est une façon de répondre un peu en creux à votre question. Je veux dire, presque, ça n'a pas d'importance. Nous, à partir du moment où on a une machine, on sait que c'est du SGX et ça, on peut le prouver. Heureusement, il y a des systèmes avec Intel qu'on appelle les remote attestation, etc., qui nous permettent de prouver qu'on a bien affaire au bon hardware, etc. On déploie, nous, la crypto qui nous donne la confiance pour dire on peut opérer dans cet environnement-là. Et ce qui rend d'ailleurs le débat du souverain, pour rebondir là-dessus, un peu bizarre, parce que très souvent, les gens disent « Ah bah, il faut que je sois souverain, donc il faut que la machine elle soit absolument en France ». Techniquement, c'est pas vrai. En fait, si vous avez une crypto qui tient la route et les clés, elles ne traînent pas chez l'opérateur,
La machine, elle peut être n'importe où, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui fait que vous êtes souverain, c'est que vous contrôlez vos clés et vous avez des cryptos qui tiennent la route. Techniquement, c'est ce qui fait que vous êtes souverain. Alors, politiquement, ça peut être différent. Réglementairement, ça peut être différent. Mais techniquement, c'est d'abord ça qui compte, en fait. Maintenant, on a OVH, c'est un opérateur français. Nous, on a très bonne relation avec eux. Ils sont très proches d'Intel, on est très proche d'Intel. On n'a rien à leur reprocher, personnellement, hein, rien du tout. Ils aident beaucoup, ils croient beaucoup en cette techno, ils essaient vraiment de faire un truc. Donc, je pense qu'avec OVH, on est vraiment capable, alors on le fait avec Azure aussi, hein, mais avec OVH, on est vraiment capable de faire une offre en France avec un opérateur français. Azure, aujourd'hui, lorsque vous faites du SGX, c'est Amsterdam ou Dublin. Donc, vous devez choisir. Alors, ça peut être dans l'Union européenne, du coup, mais pas forcément en France. Donc, voilà, pour nous, d'avoir OVH, c'est aussi intéressant parce que c'est un opérateur français en France. Mais clairement, pour nous, techniquement, c'est pas ça qu'on regarde. Nous, ce qu'on regarde, c'est faire de la crypto qui permet de rendre de toute façon l'environnement. Voilà. On ne veut pas avoir à faire confiance à l'environnement. Merci. Même traitement, Yvan, désolé. Pour la troisième question, je la réserve après pour laisser la place à des questions de 3 autres interlocuteurs. Donc, une question de Damien cette fois-ci. Bonjour Damien. Donc, Damien, tu as posé la question. L'attaque du hardware pour casser l'enclave est un domaine qui a de l'avenir, voire à épique. Est-ce que les répercussions sont aussi catastrophiques qu'affichées par les médias et comment les hosters y répondent-ils? Oui, alors ça, c'est un bon sujet. Alors, effectivement, là où il y a hardware, il y a side channel attack, il y a des attaques par canaux auxiliaires qu'on n'a pas forcément, qui n'existent pas forcément. Alors, il peut y avoir des attaques par canaux auxiliaires, mais le hardware crée des attaques par canaux auxiliaires bien spécifiques parce que vous pouvez écouter le CPU, sa consommation électrique, sa chaleur. Il y a des tas de types d'attaques avec des lasers, peut-être un peu compliqué. Donc oui, il y a un volant d'attaque supplémentaire. La surface d'attaque est plus importante lorsque vous avez du hardware. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous voulez faire la front page de Hacker News, à casser du SGX, c'est quand même une bonne idée pour vous rendre célèbre très vite. Donc, il y a à peu près tous les cryptanalystes de la planète qui se sont mis à casser du SGX. Alors, ça fait du coup beaucoup de bruit, c'est normal, c'est très bien. Mais l'autre avantage de ça, c'est que SGX, ça commence à être une technologie qui a un peu de bouteille. Il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc c'est une bête qu'on commence à bien connaître sur le plan de la sécurité. Alors, il y a eu du patch, etc. Mais là, on est arrivé maintenant avec Ice Lake à un niveau où nous, on se sent vraiment confiant. Voilà. On ne voit plus d'ailleurs d'attaques foudroyantes, de trucs très faciles à activer sur SGX. Les attaques qu'il y a maintenant sur SGX, c'est quand même des choses compliquées à monter pour un attaquant. Ça demande un attaquant qui est quand même très sophistiqué. Donc, il y a toujours risque qu'un jour il y ait une nouvelle attaque, mais de toute façon, ça existe même sur les stacks crypto qui ne sont pas hardware. Hein. Je vais vous prendre un exemple. Dans le post-quantique, il y avait des stacks faits sur un problème mathématique qui sont les isogénies. Ça semblait super. Et puis tout a été cassé il y a 2 semaines, là, ou 3 semaines. Donc, il peut y avoir les maths progressent aussi. Donc, en crypto, il n'y a jamais la garantie totale qu'on ne va pas casser un truc un jour. Sur SGX, on voit bien que là, ça y est, ça ralentit maintenant. Il y a énormément de gens qui ont essayé d'attaquer. Il y a énormément de gens qui continuent à essayer d'attaquer. Donc, on commence quand même à bien connaître la bête. Maintenant, évidemment, on ne peut jamais garantir qu'il n'y a pas une attaque un jour nouvelle qui va apparaître. Mais ça, c'est vrai de tous les stacks crypto. Malheureusement, c'est une course en permanence entre cryptanalystes et cryptologues pour arriver à avoir le meilleur stack, se le faire casser, réaméliorer. Ça n'arrête pas. Voilà. On continue à avoir la question qui pop, donc il nous reste 9 minutes, on va voir ce qu'on peut passer dans le temps restant comme question. Donc je prends par ordre chronologique, cette fois-ci une question dans le chat de la part de Maurice. Bonjour Maurice, la question est la suivante, pensez-vous que votre outil puisse être utilisé en environnement IoT, qui va être la principale innovation de la technologie radiomobile 5G, 6G, par exemple pour le contrôle des véhicules autonomes? Alors ouais, nous c'est un truc auquel on croit beaucoup. Parce qu'effectivement, dans l'IoT, la sécurisation en fait, des données à la source, c'est un vrai sujet. D'autant plus qu'il y a beaucoup de données personnelles. Alors, on a commencé à discuter avec des constructeurs automobiles là-dessus, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les voitures communiquent des tas de choses en retour, parce que ça permet de faire des tas de services très intéressants.
Mais le problème, c'est que vos déplacements, les heures à laquelle vous partez de chez vous, où vous allez, c'est quand même des choses qui sont des données personnelles extrêmement sensibles. Donc nous, ça c'est quelque chose où on croit beaucoup. Par contre, il est vrai que les premiers cas d'usage qu'on a de manière industrielle ne sont pas là-dedans tout de suite. Et la raison, c'est parce que l'IoT, c'est du hardware, et que changer du hardware, c'est toujours long. Donc on est forcément sur des cycles longs. Donc oui, c'est pris en compte par les industriels dans l'IoT, et moi je suis persuadé que ça va être un énorme sujet qui va venir. Mais eux, leur cycle, c'est déployer du software, ça va vite. Même si on a affaire à des grosses entreprises, changer une chaîne IT, c'est quand même plus facile que d'aller redesigner tous les capteurs IoT d'une voiture et de la redéployer sur une chaîne industrielle, etc. C'est beaucoup plus complexe. Donc ça va venir, oui, on y croit beaucoup. On pense que la crypto a un énorme rôle à jouer là. D'ailleurs, de manière intéressante, le nouveau directeur scientifique de Renault, qui est un homme de l'IA extrêmement connu, le docteur Luc Julia, connaît très bien la crypto. On a le plaisir de le connaître. Donc, je pense que lui, il est très au fait de ce genre de choses, et ça fait partie de ses préoccupations. Donc, là où il y a des gros IoT contrôlés comme ça, d'une source unique, d'industriels, typiquement les voitures, oui, on va voir ça, ou les compteurs électriques. On a déjà eu des contacts dans le domaine. Voilà, c'est là où vous avez beaucoup d'IoT gérés par un opérateur, ça va venir, mais ça met du temps l'IoT. Mais bien sûr, c'est sûrement un énorme champ pour la crypto. Merci. Ensuite, on a une question de Malika. Bonjour Malika. Question, je pense, qui fait un bon bilan intermédiaire par rapport aux questions précédentes. Comment est garantie l'utilisation des données dans le temps, sachant que les technologies et les méthodes de cryptage peuvent évoluer? Ouais, ça c'est le gros problème. Alors, l'idée de l'hybridation post-quantique, c'est ça. C'est donc l'idée, c'est de dire il n'y a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui qui est capable de mener des attaques de manière efficace en tous les cas sur la crypto. Enfin, ils ont réussi à casser quelques petits trucs, mais c'est pas ce que les gens utilisent tous les jours. On est déjà à des niveaux de sécurité supérieurs. Mais en gros, vous avez sur les ordinateurs quantiques un algorithme de recherche, un Grover, qui permet de diviser par deux en gros le niveau de sécurité des algorithmes classiques sur la plupart des systèmes crypto. Et puis, vous avez des systèmes cryptographiques qui sont dits à résistance post-quantique, qui, eux, souffrent pas, enfin, sur lequel cet algo ne peut pas s'appliquer. Donc, ces algorithmes à résistance post-quantique, le problème, c'est qu'ils sont tous très nouveaux et font appel à des maths qui sont très récentes, par exemple les réseaux euclidiens. Et donc, c'est des maths sur lesquelles on n'a pas tellement de recul. Et justement, on ne sait pas s'il y a des attaques. On a l'impression qu'on n'a pas fait le tour de toutes les attaques possibles sur ces maths. Et la preuve, ce que je vous disais, les isogénies, par exemple, là, ça a pris un grand coup dans l'aile, qui est un des sujets post-quantiques regardés assez récemment. Donc, ce qu'a décidé d'adopter l'ANSSI comme stratégie, et demande aux opérateurs comme stratégie, c'est lorsqu'on a de la crypto classique qui risque d'être entamée assez durement par des ordinateurs post-quantiques plus tard, c'est faire de l'hybridation. Donc, de garder l'algo classique quand même, mais de rajouter une couche quantique par-dessus, donc de combiner les deux, d'hybrider. Comme ça, si l'algo classique est cassé par l'ordinateur post-quantique, on espère que le stack post-quantique résiste. Et inversement, si on a des attaques sur le stack post-quantique qui s'avèrent, avec un peu de chance, la partie classique sera encore suffisamment résistante pour protéger les données. Donc c'est pour ça que cette stratégie a été adoptée. Évidemment, si tout est cassé, de toute façon, on n'a plus de métier, on rentre chez nous, puisque s'il n'y a plus aucune crypto qui tient, on arrête la crypto. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on constate. Donc l'idée, c'est de combiner deux choses, d'hybrider deux choses pour tenir. Encore une fois, l'hybridation post-quantique, et l'ANSSI leur recommence de la faire tout de suite, c'est de se prémunir d'attaques dans 20 ans. Donc ça dépend beaucoup du type de données que vous manipulez. Si c'est des données transitoires, ça n'a pas beaucoup d'importance, et qui ont une durée de vie où leur intérêt a une durée de vie faible, la durée de vie de leur intérêt est faible, ça n'a aucune importance. Si par contre c'est du vote électronique, des données médicales, des choses comme ça, là on va vraiment essayer de se mettre à des niveaux de sécurité très élevés aujourd'hui pour se prémunir des attaques futures en fait. Mais il y a effectivement toujours le risque que quelqu'un découvre quelque chose qui attaque. Donc on hybride, on combine en fait les stacks. Merci Bruno, il nous reste 4 petites minutes, donc une ou deux questions restantes si on a le temps. Donc une question de Pierre. Bonjour Pierre, comment serait traitée une sollicitation d'un service étranger effectuée dans le cadre du Cloud Act? Alors là, l'intérêt, l'idée justement de dire, alors imaginons que vous êtes chez Azure. Azure, c'est Microsoft. Microsoft, c'est une société américaine. Ils sont donc sujets au Cloud Act. Et le problème du Cloud Act, c'est que c'est extraterritorial.
C'est-à-dire que le gouvernement américain peut demander à Microsoft d'aller sortir des données d'un serveur qui se trouve en Europe. Donc c'est le problème du Cloud Act. Un des problèmes du Cloud Act, c'est ça. L'idée, c'est de dire, à partir du moment où vous chiffrez les données et que Azure n'a pas les clés, le gouvernement américain, il pourra récupérer des données, mais chiffrées. Donc, c'est vraiment l'idée. C'est pour ça aussi que nous, on dit qu'il n'y a plus d'excuses. C'est qu'il faut se protéger contre cette menace. Ce n'est pas la seule. Hein. C'est peut-être pas forcément, d'ailleurs, la plus évidente. Ça dépend vraiment du type de données que vous manipulez. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est de dire que si le gouvernement américain, par exemple, dans le cas du Cloud Act, accède à vos données, il ne que du chiffré et que personne n'ait les clés. Et certainement pas le cloud provider. Et c'est donc de mettre de la crypto qui va rendre difficile si vous voulez attaquer le système. Et donc l'idée de Cloudproof, c'est aussi ça, par ce partitionnement, par utiliser de la crypto avec les publics, par hybridant avec du post-quantique. Donc, un, ils n'aient pas les clés, et deux, que les attaques soient compliquées. Ouais. C'est la meilleure défense qu'on peut avoir contre le cloud. Merci Bruno. Peut-être dernière question. On n'aura pas le temps pour de questions additionnelles, mais une question de Vanessa. Bonjour Vanessa. Votre méthode est-elle applicable dans le cadre de services SaaS dans lesquels l'hébergeur n'a pas besoin de connaître la clé de déchiffrement pour réaliser le service SaaS attendu? Oui, alors on appelle ça le confidential SaaS. C'est un des gros use cases qu'on a. Typiquement, ce qu'on a, alors, beaucoup dans le domaine médical, c'est des gens qui fournissent des services SaaS dans le cloud et qui aujourd'hui travaillent parfois avec des données en clair qu'ils reçoivent de leurs clients, et ils ont un double problème. Ils veulent, que dans le futur, ils voient bien, c'est un problème d'avoir des données en clair sur un provider SaaS. Alors même s'il est hébergeur de données de santé, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de HDS, mais HDS, c'est une procédure pour protéger les données, ce n'est pas une solution technique. Donc même si vous êtes hébergeur de données de santé, il y a une procédure, mais il n'y a pas de solution technique de protection. Donc ils se disent, il faut qu'on rajoute une solution technique de protection vis-à-vis, par exemple, de l'hébergeur, par exemple Cloud Act. Donc ils vont vouloir chiffrer leur algo et les données de leurs clients, de toute façon, pour que l'hébergeur ait plus accès, ou des gens qui pourraient avoir donné de l'accès à l'hébergeur aient plus accès. Mais aussi de se dire, finalement, il y a des services que je peux rendre où même moi, je n'ai pas besoin de voir les données des clients. Ce qu'il faut, c'est que je sois capable de faire du calcul sur les données de mes clients, mais je n'ai pas besoin de connaître les données de mes clients. Donc, on voit ça dans le médical, donc des services de diagnostic, par exemple, d'analyse croisée. On voit ça dans le domaine commercial, des gens qui veulent faire de la cotation en ligne sur la base de consommation, par exemple pour des industriels, où ils disent aux industriels, donnez-nous vos données de consommation, on va vous faire un prix. Ça, c'est compliqué pour l'industriel parce que très souvent, il ne veut pas révéler. Il considère que ça fait partie des données confidentielles. Donc là, ça permet de monter un service où il chiffre ces données, vous opérez le calcul sur ces données, mais vous n'avez pas ces données en clair. Donc, le confidential SaaS, c'est un gros volant. Et pour paraphraser, je crois que c'est aux États-Unis, c'est les gens de une grande banque qui a dit enfin j'essaie de savoir qui c'est, ça m'échappe, mais qui ont dit le cloud va enfin devenir utile pour nous, parce que c'était leur gros problème, ils ne pouvaient pas partir dans le cloud, parce que justement, ils ne pouvaient pas offrir de service SaaS dans le cloud, parce que tout était en clair. Et là, de fait de pouvoir chiffrer les données de leurs clients et de chiffrer tout ce qu'ils font, en fait, va rendre le SaaS vraiment utile pour ce genre d'application. On a des données très personnelles. Ouais, c'est un gros sujet, le confidential SaaS. Merci Bruno pour toutes ces réponses. J'ai compté, tu as quand même fait 10 réponses, donc c'est un très bon score. C'est un bon score. Pour les questions additionnelles qui avaient été posées, plus d'une question pour Alexandre, Yvan et Christophe, et pour la toute première question de Michel qui est arrivée à la fin, je vous invite peut-être à vous rapprocher, Bruno, avec ton accord par email de Bruno pour continuer la discussion. Dans tous les cas, encore une fois, cette conférence est enregistrée en replay, donc vous aurez normalement accès par email dans quelques temps au replay pour pouvoir revoir la présentation et la session de questions-réponses. Replay qui sera également mis sur notre chaîne YouTube du Hub Francia. Encore une fois, merci Bruno pour la présentation, pour les réponses aux différentes questions. Merci tout le monde pour votre participation. Et bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne soirée. Merci de votre participation. Merci tout le monde. Au revoir.